Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bonne matinale à nos côtés. Avec aujourd'hui comme invité Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Panama Papers, le scandale est là. Le déclenchement d'une enquête du parquet, cela veut dire que c'était le gouvernement qui le souhaitait. Vous basez-vous sur des déclarations des journalistes d'investigation du consortium international ou avez-vous des informations de votre côté pour déclencher cette enquête, le gouvernement ? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Je crois que c'est Michel Sapin et Christian Eckert qui l'ont. Ce qui est certain, c'est que c'est la plus grande fuite de données dans l'histoire du journalisme. Et j'insiste sur le mot données, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la circulation de l'information, l'accès à l'information est absolument critique pour la transparence des actions des gouvernements en particulier. Et là, cette transparence, c'est les journalistes la source les journalistique, elle n'est pas gouvernementale. Non, mais ni politique. Elle vient de ce qu'on pourrait appeler un lanceur d'alerte. Il se trouve que dans sa loi, Michel Sapin va insérer un statut protecteur des lanceurs d'alerte. Et dans mon texte, qui est présenté au Sénat dans 3 semaines, il y a un statut pour les lanceurs d'alerte informatiques, des gens qui découvrent des failles informatiques et qui ne seront pas poursuivis pénalement s'ils les révèlent aux organisations concernées. Tout ça pour dire qu'on voit bien que cet enjeu de l'accès à l'information qui soit le plus transparent possible, il est devenu crucial dans nos sociétés démocratiques. On découvre comment s'organise l'opacité d'un système planétaire. De nombreuses banques sont en première ligne. François Hollande a promis hier des enquêtes, mais y a-t-il dans notre pays une volonté politique suffisante pour s'attaquer à ce système organisé ? Très forte et double. D'abord, effectivement, au niveau national, pour poursuivre les personnes de nationalité française qui seraient impliquées, notamment parce qu'elles n'auraient pas contribué à l'impôt à hauteur de leurs revenus. Oui, mais est-ce qu'on ne se réveille pas un petit peu tard aujourd'hui on aurait pu Non, je pense que sur la chasse aux fraudeurs au plan fiscal, c'est ce gouvernement qui a été le plus ferme dans son action. Mais on voit bien que tous les pays doivent être embarqués. C'est pas évident parce qu'on a des pays au cœur bien sûr, au cœur de l'Europe qui ont des paradis fiscaux, dont un pays que je connais très bien parce que j'y ai habité pendant longtemps, qui est le Royaume-Uni. Et donc, c'est très compliqué. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas unanimité en Europe sur cette question-là ? Je crois que ce genre d'affaires va aider à construire une unanimité qui est plus urgente que jamais. Pour revenir directement à votre secteur, vous faisiez allusion tout à l'heure, comment concilier justement cette liberté d'Internet et des lanceurs d'alerte dont vous avez parlé, et je sais que vous y êtes attaché, et en même temps le contexte dans lequel nous sommes, par exemple, pour améliorer le renseignement dans le contexte attentat, terrorisme, etc. Vous n'êtes pas un peu gêné quand même dans cette question-là ? C'est tout à fait conciliable. Il faut simplement que les frontières soient étanches. D'où l'importance d'avoir des règles très précises. C'est vrai que quand la loi sur le renseignement a été présentée par le gouvernement, elle a été contestée par une partie notamment des gens de l'écosystème numérique. Mais on se rend bien compte qu'un texte comme celui-là était important pour mettre les frontières, pour connaître les règles applicables. En charge de ce secteur. La loi que je défends, au contraire, elle protège plus encore la vie privée sur Internet, les données personnelles des internautes. Et c'est très important dans un contexte où les services de renseignement ont potentiellement accès à un certain nombre d'informations. Et la troisième frontière, c'est l'open data, les données publiques produites par les administrations dans un cadre totalement légal. Et là aussi, il y a des règles spécifiques qui doivent s'appliquer. Votre projet de loi pour une République numérique a été très largement adopté à l'Assemblée. Il arrive donc au Sénat dans 3 semaines, vous l'avez dit. Il n'y a pas d'ambition pour une réelle égalité des territoires quant à l'accès au numérique. Il y a encore beaucoup de zones blanches dans notre pays. Alors, s'il y a encore beaucoup de zones mal couvertes dans les territoires en France, ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas d'ambition sur ce sujet. Là aussi, ce gouvernement est celui qui aura le plus fait pour lutter contre les inégalités qui sont réelles de couverture en Internet et en téléphonie mobile. Et ça met au minimum 3 ans. Ce grand plan, il a été lancé en 2012. Aujourd'hui,
je me déplace souvent pour aller inaugurer des armoires ou pour aller tirer de la fibre qui montre que ça arrive dans les villages de France. Donc, vous m'interrogez sur la fusion qui ne s'est pas réalisée entre Bouygues et Orange. À terme, on a intérêt à avoir des grands acteurs susceptibles de peser au niveau européen et international. Ce n'était pas le moment, il faut croire. Le mouvement de citoyens Nuit debout a passé sa 5e nuit, place de la République. Sur place, quelques centaines de personnes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 70 000 personnes qui suivent les débats sur Twitter. Est-ce qu'on n'assiste pas à une ubérisation de la politique ? Une ubérisation des journalistes aussi, si je peux me permettre, parce qu'en fait, vous avez vu que c'est par Periscope sur Twitter, qui est un réseau social, que sont diffusées en direct les vidéos prises par des manifestants, qui font qu'aujourd'hui, les manifs, elles sont quasiment virtuelles. Il y avait des e-pétitions, maintenant il y a des e-manifestations. Quand on regarde ces vidéos, on s'y croirait. On a l'impression d'être place de la République en pleine nuit. Ça interpelle les pouvoirs publics, vous avez raison. Donc il y a de l'inquiétude dans le gouvernement. Moi je prends le parti inverse, c'est-à-dire de considérer qu'il faut absolument intégrer ces formes d'expression dans la sphère citoyenne et publique, parce qu'aujourd'hui, elles sont un moyen d'expression comme un autre, et il faut les entendre, et il faut les écouter. On ne l'a peut-être pas fait assez. Moi, j'envisage d'aller aussi faire un tour pour comprendre ces phénomènes sociétaux. Ils sont aujourd'hui une réalité et qu'il faut intégrer. Pour vous, est-ce que c'est l'expression d'une colère sourde qui échappe, qui dépasse le projet de loi El Khomri ? J'ai le sentiment, quand on interroge les personnes qui prennent part à ces événements, qu'effectivement, il y a un désenchantement qui est plus large. Il y a une désillusion, voire une défiance vis-à-vis des responsables politiques dans leur ensemble. Cette défiance vis-à-vis de François Hollande et du gouvernement. Je veux dire, là aussi, il faut l'entendre. En revanche, on ne sait pas toujours quelles sont les revendications. Je dois dire que je ne comprends pas toujours ce qui est demandé très précisément. Et quand on veut discuter avec eux de la loi El Khomri, parfois, ils n'en connaissent pas le contenu. Donc là aussi, ça doit servir à augmenter la qualité du débat public et du dialogue. Bonne journée à tous.